Bonjour Audrey Tautou. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un personnage historique et si vous étiez un défaut, vous seriez qui, vous seriez quoi? Si j'étais un personnage historique, j'ai choisi Ernest Shackleton. Voilà. Qui est un grand explorateur de l'Antarctique j'allais vous dire, du début du siècle dernier. Merci de faire le, merci de dire qui c'est. La note de bas de page. La note de bas de page. Qui a sauvé tout son équipage dans une terrible expédition en Antarctique qui s'appelait l'Endurance. Voilà, c'est un personnage que j'admire beaucoup. Et si vous étiez un défaut? Eh bien, je n'en ai pas. Voilà. C'est très bien. Vous deviez vous en douter. J'en étais sûre. Voilà. J'en étais sûre. C'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, mais c'est un gros problème. Souvent, j'ai honte de ça, mais je n'ai aucun défaut. Ben non, voilà. C'est rare, hein. Je sais, c'est rare. Mais c'est la plus belle réponse que j'ai eue depuis le début de cette saison. Très humble. Oui, ça s'entend. Exactement. Vous n'avez aucun défaut. Voilà. Madame de Staël disait la gloire est le deuil éclatant du bonheur. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Il y a un truc un peu vrai là-dedans, parce que c'est vrai que souvent on rêve de gloire, mais elle s'accompagne, comme disait Victor Hugo, quand on a la médaille, on en a le revers. Et c'est vrai que parfois, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus excitant dans la vie. Que d'avoir une certaine renommée. Et c'est pour ça, sans doute, qu'il y a 5 ans, vous avez décidé, Audrey Tautou, de dire stop, de faire une pause, alors même que vous étiez l'une des actrices françaises les plus plébiscitées, les plus demandées, les plus populaires depuis Amélie Poulain. Vous avez aussi une carrière à l'international qui fait rêver certains, le Da Vinci Code à Hollywood, vous avez tourné dedans. Et puis un jour, donc, il y a 5 ans, vous avez dit bye bye au plateau de cinéma, au tapis rouge, aux interviews, aux paillettes, pour vous consacrer à des projets personnels dont on va parler. C'est quoi? Vous êtes allé chercher le bonheur, vous êtes allé chercher la liberté? Alors, moi, j'ai toujours été heureuse dans mon métier, donc j'avais pas besoin d'aller chercher du bonheur pour décider de faire autre chose. Non, j'ai voulu chercher du temps pour pouvoir me consacrer à des projets que j'avais initiés quand j'étais justement sur les plateaux et que je pouvais pas concrétiser. Donc j'avais envie de m'offrir de nouvelles aventures et dans la photographie, dans le dessin, vous écrivez dans l'écriture, vous écrivez dans plein de choses comme ça. Pour enfants, on va en parler dans un instant. Mais vous dites j'étais heureuse. Certes, on vous croit, vous étiez heureuse. Moi, je suis pas quelqu'un qui ment. Non, ça on a compris. Vous n'avez aucun défaut. Exactement. Ah non, mais alors là, je suis très franche, très franche comme personne. Mais vous dites dans une grande interview dans l'Obs, vous dites sur un tournage tout est organisé, hiérarchisé, rien n'est laissé au hasard. Nous sommes de bons petits soldats. J'ai compris que je n'avais plus envie de servir l'univers de quelqu'un d'autre, mais de me servir moi-même. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'adore être un bon petit soldat et faire tout ce que je peux pour satisfaire un metteur en scène. Et j'adore jouer. Et vraiment, ça fait partie de moi, ça en fera toujours partie. Mais j'avais envie de me mettre à mon propre service parce que je suis aussi quelqu'un de très créatif et j'avais envie de ça, quoi. Vous faites une entorse à cette pause en revenant pour quelques soirs sur scène fin janvier pour un spectacle musical, Charlotte, conçu par David Fonkinos, adapté de son best-seller, qui raconte la vie bouleversante, tragique de l'artiste peintre juive Charlotte Salomon, morte à Auschwitz en 1943 à l'âge de 26 ans et enceinte. Vous êtes accompagnée sur scène à la guitare par la grande bassiste américaine Gaylan Dorsey, qui a accompagné entre autres M et David Bowie. Pourquoi avoir dit oui à David Fonkinos pour ce projet? Parce que Charlotte, parce que ce texte magnifique, parce que Gaylan Dorsey, qui est une musicienne exceptionnelle, parce que la scène musicale, qui est aussi un lieu absolument sublime, parce que c'était un projet totalement inédit. J'avais envie de participer à une œuvre dont j'avais aucune idée de ce qu'elle pourrait ressembler. On va être immergé dans les peintures de Charlotte Salomon, on va être immergé dans cette vie. Parlez-nous de cette femme au destin tragique, mais aussi si romanesque. Toute l'histoire de cette femme est une histoire de douleur, de souffrance. D'abord par l'histoire de sa famille, qui n'est qu'une longue succession de suicides. C'est-à-dire le spectacle commence par ces mots. Charlotte a appris à lire son prénom sur une tombe, puisqu'effectivement elle porte le prénom de sa tante qui s'était suicidée. Sa mère également va se suicider. Oui, c'est vrai qu'elle a un destin très sombre, mais ce qu'il y a de justement très beau, c'est que son œuvre, sa peinture, est tellement lumineuse, tellement colorée. Elle a mis en
en image, je dirais, sa vie, mais d'une manière, elle l'a tellement transcendée que je trouve que ce qu'il en reste de cette vie-là, c'est la beauté, c'est la force, la lumière, et c'est justement, voilà, je trouve l'histoire est tragique, mais elle n'est pas morbide, en fait. En pleine montée du nazisme, elle réussit l'exploit, cette jeune juive, d'intégrer l'Académie des Beaux-Arts en Allemagne, à Berlin, alors que Hitler arrive au pouvoir, que seulement 1% des juifs étaient admis aux Beaux-Arts de Berlin à ce moment-là. Elle va y rentrer, elle va même gagner le premier prix. Oui, parce que son talent est extraordinaire, et moi je ne connaissais pas ses œuvres. Quand David Fuenquinos m'a envoyé ce dossier, le texte, il l'avait accompagné de ses peintures, enfin d'un certain nombre de ses peintures, et c'est vrai que j'ai trouvé qu'elles sont tellement belles. J'ai été vraiment époustouflée par son talent, et donc en effet elle a été admise au concours des Beaux-Arts, elle a eu le premier prix alors que à Berlin. À Berlin. Et puis un jour, alors que débutent et commencent et s'accentuent les déportations des Juifs, elle va voir un ami médecin et elle va le voir. Elle vient avec une valise qui a 1300 toiles d'elle, et elle lui dit: garde ça, c'est toute ma vie. Oui. Et oui, sans savoir forcément ce qui l'attend, mais en tout cas, elle a cette prémonition de se dire que voilà, sa vie finalement, ça n'a pas été peut-être les drames qui l'ont jalonné, mais ça a été ce qu'elle a réussi à en faire. Et encore une fois, moi, ce qui me plaît dans ce spectacle, c'est toute la beauté qu'il y a dans ses peintures, où elle raconte tout, elle raconte toute cette vie, cette vie de 26 ans, c'est-à-dire elle raconte et elle peint ses amours, son premier amour avec un écrivain, elle peint évidemment la montée du nazisme, elle peint les huées de sa belle-mère cantatrice, les huées antisémites, elle peint la nuit de cristal, elle peint le beau et l'affreux et l'horreur, elle peint tout ça. Écoutez David Fuenquinos qui parle de Charlotte. Le plus important, c'est vrai que c'est son portrait à elle et le témoignage qu'elle a laissé. C'est une femme qui traverse des horreurs, des cendres, mais qui, à un moment donné de sa vie, pendant 2 ans, va se plonger totalement dans une création picturale pendant 2 ans. Et elle va être capable d'aller chercher au plus profond d'elle-même la beauté, la création, la lumière, une façon de réinventer sa vie pour pouvoir la supporter. Et elle est un exemple aussi de courage et de possibilité de résister finalement à l'horreur. Vous dites aussi dans l'Obs avoir accepté de sortir de votre pause, de faire ce projet, Charlotte, parce que c'est important pour vous de témoigner encore plus aujourd'hui. C'est toujours important de témoigner de l'horreur qui a été vécue durant notamment la Seconde Guerre mondiale et le nazisme. Je pense que vraiment c'est important de continuer à le faire parce qu'on s'éloigne de cette période. Les grands-parents de la nouvelle génération n'ont plus fait la guerre, ne peuvent plus nous en parler. Et je pense que c'est nécessaire. Et c'est vrai que voilà, je m'attendais pas à ce qu'on vive... ou en tout cas qu'on assiste à ces événements-là, et c'est vrai que encore plus aujourd'hui, on se dit avec la montée de l'antisémitisme en France. Exactement, en France et puis partout dans le monde. Oui, c'est-à-dire que vraiment, c'est difficile de se dire qu'on n'apprend pas forcément de ces erreurs, des erreurs du passé, et qu'il faut constamment continuer d'instruire, d'éduquer, de faire connaître l'histoire pour essayer justement que nos esprits s'élèvent et ne retombent pas dans leur pire travers. C'est aussi pour ça que vous avez décidé donc d'accepter ce projet particulier. Parce que je trouvais qu'il était utile. Mais encore une fois, moi ce qui me plaît dans ce projet, c'est de me dire qu'on va être immergé dans les couleurs de Charlotte, dans la beauté de son œuvre, qu'on va être il y a quelque chose de tellement lumineux, et je trouve que c'est ce qui reste, et ce qu'il y a de fort dans son histoire, c'est de se dire elle a vécu l'horreur, et pourtant ce qu'on en garde, c'est sa beauté. Ouais. Il y a encore des places ? Parce que je crois que vous jouez que 5 ou 6 soirs. Je joue 6 soirs, mais il y a encore quelques places. On va les prendre. Audrey Tautou, le succès, vous l'avez connu très jeune, dès Vénus Beauté de Tony Marshall, où vous remportez le César de la révélation féminine. Puis il y a eu L'Auberge espagnole et les films de Clapiche. Il y a eu votre rôle de Coco Chanel. Et puis évidemment, il y a eu ça. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, déflagration dans votre existence, 35 millions de spectateurs dans le monde, 8 millions en France, et c'est rare, très rare pour un film français, 6 millions aux États-Unis. Vous dites que le succès a modifié le regard de mes proches, ils perdaient leur spontanéité, je suscitais aussi sans doute un peu d'envie.
C'est un petit peu le regard de tout le monde qui a changé. Ceux qui me connaissaient pas ont commencé à en avoir un sur moi. Et puis c'est vrai que le regard de certaines personnes de mon entourage, mais parce qu'aussi je prends une place dans leur vie que j'avais pas avant, parce que voilà. Et ça vous étouffe un peu, ce regard qui change? C'est pas un sentiment d'étouffement, mais en tout cas, c'est un sentiment un peu d'inconfort. C'est-à-dire que on n'a pas forcément la sensation de changer soi-même et on se dit mais pourquoi d'un seul coup il y a quelque chose qui change dans le regard des autres. Donc c'est vrai qu'au début, enfin quand Amélie a surgi, le changement a été tellement rapide et tellement important que ça a été un peu compliqué pour moi à gérer. Édouard Baird, dites-vous, qui a tourné avec vous, c'est une des rares personnes que la panoplie du métier, la notoriété, le confort n'intéresse pas. Elle n'est pas là qu'entre moteur et action. C'est vrai que c'est pas la gloire, c'est pas les avantages de la célébrité, si on peut parler d'avantages, mais en tout cas ces petites attentions. Voilà, c'est pas ça moi qui m'intéresse, ça c'est sûr. Il n'y a pas des fois, ces 5 dernières années, vous avez regretté, vous avez vu un film avec Marion Cotillard, Virginie Efira, vous avez dit « Oh, j'aurais bien fait ce rôle ». Ah non, pas du tout. Non, moi j'ai pas du tout. D'abord, j'ai pas de regret, parce que je trouve que c'est un sentiment qui est complètement stérile. Donc ça, je n'ai aucun regret. Et en même temps, vous dites « Je n'ai aucune ambition ». Donc comme ça, c'est clair. J'ai l'ambition, en tout cas, d'avoir une vie, de me construire une vie qui me ressemble. Voilà. Et d'ailleurs, c'est lié au fait d'avoir un enfant, votre décision d'avoir... Non. Ça, non, c'est vraiment mon désir de m'offrir du temps pour mener à bien les projets créatifs que j'avais en moi. Ça, je l'ai pris, cette décision, avant de... Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'être mère? J'ai beaucoup moins de temps à consacrer à mon travail. Voilà. Donc du coup, je mets beaucoup plus de temps que ce que j'avais pu imaginer. Quand vous êtes passé chez Laurent Delahousse juste avant Noël, il vous a demandé... vous avez dit cette phrase en fait, je ne sais pas comment il vous l'a demandé, mais vous avez répondu, les gens doivent me regarder à la télé, ça fait 5 ans qu'ils m'ont pas vu, et ils doivent se dire j'ai pris un sacré coup de pelle. Mais non, c'est parce qu'il a dit, je pense que les gens depuis 5 ans se sont demandé mais qu'est-ce qu'elle a pu bien faire. J'ai dit moi à mon avis, on me regardait, ils doivent se dire elle s'est pris un petit coup de pelle quoi. Ouais. Vous qui aimez Bah oui, c'est normal. Vous qui aimez la photo. Ça, hein. Oui, je suis d'accord. Bettina Reims, la photographe Bettina Reims, qui a photographié plein d'actrices, dit il n'y a rien de plus déchirant que de voir une actrice vieillir, de la voir se regarder dans le miroir, regarder ses rides, demander à être photographiée à la bougie, demander des filtres. Et vous me regardez avec des grands yeux, ça vous atteint pas du tout, ça? Ah non, pas du tout. Bien sûr que j'écris pas youpi quand j'ai une nouvelle ride ou un truc comme ça, mais non, moi je trouve ça beau En tout cas, ce que je trouve beau, c'est d'assumer de vieillir quand on est une femme, de pas avoir peur du regard des autres et surtout de pas se dire il faut que je plaise à ceux qui vont me voir, qui vont juger de la lisseur de ma peau, quoi. C'est pas à ces gens-là, moi, en tout cas, que j'ai envie de plaire. Personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge, disait Coco Chanel. Elle a bien raison. Je pense qu'on est tout à fait d'accord. Le cinéma est secoué depuis 5 ans par un MeToo en France. C'est l'affaire Depardieu qui déchire le cinéma. Il y a les mots de Judith Godrèche sur Benoît Jacot. Quel regard vous avez sur tout ça? Vous avez le sentiment que le cinéma est un milieu plus perverti que les autres ou que c'est juste qu'on le voit plus? Écoutez, moi je connais pas tous les autres milieux du monde, mais j'ai pas l'impression que la grossièreté ou les crimes sexuels se passent particulièrement dans le milieu du cinéma. On en parle davantage parce que c'est vrai que justement la célébrité, ça attire et ça fait parler, mais je lisais justement dernièrement des chiffres comme ça et qu'il y avait par exemple 160 000 enfants par an qui étaient victimes d'inceste. Voilà, je pense que qu'on est dans une situation où malheureusement la mauvaise conduite ou la déviance de certains hommes ne touche pas que le milieu du cinéma. Pour terminer les impromptus, Audrey Tautou, très rapidement, vous répondez sans réfléchir. Catherine Deneuve ou Romy Schneider? Catherine Deneuve. Audrey Hepburn ou Catherine Hepburn? Audrey Hepburn. Alain Chabat ou Édouard Baird? Je ne peux pas. Jamais je vous répondrai à ça. Alcool, drogue, sexe, quels sont vos vices? C'est un vice, le sexe? Instagram ou Twitter? Ni l'un ni l'autre. Dans Amélie Poulain, il y a cette fameuse scène des Amélie aime, Amélie n'aime pas. Alors on y va. Le sport. J'aime. Je n'en fais pas, mais j'aime regarder. Je supporte à fond. Vous allez regarder les JO. Drag Race.
Je sais pas ce que c'est. D'accord. Anatomie d'une chute. Non plus. Paris. Au moyen. M moyen. Doucement. New York. J'aime beaucoup. Gabriel Attal. Gabriel Attal. Ah, vous savez pas qui c'est? Si, je sais qui c'est. Parce que je veux dire, comment vous voulez que je vous dise si je l'aime ou si je l'aime pas Et Dieu j'en dans sais rien, tout moi. ça, Audrey Je vous souhaite Tautou. bonne chance en tout cas. Ouais. Et Dieu dans tout ça. Ça dépend aussi. Ça dépend des jours. Merci beaucoup. On vous retrouve donc à la scène musicale sur cette pièce, Charlotte, mise en scène, conceptualisée, mise en scène par Jérémy Lippmann et conçue par Et avec Galen Dorsey, David merveilleuse Fonkinos. musicienne. Merci et belle journée.